Quel est le dernier chef-d'œuvre que vous avez découvert ? Pas simplement un film qui est bon ou même excellent, un véritable chef-d'œuvre. Avant d'aborder cette question, on peut s'en poser une première, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Alors si on prend les définitions classiques, on va trouver plusieurs notions. Tout d'abord, une œuvre majeure, parfaite dans son genre. Reste à savoir comment on définit la perfection, mais on va s'arrêter là. Autre définition, la meilleure œuvre d'un artiste. Et là, on touche une notion un peu plus complexe, qui peut rappeler par exemple le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, à savoir que seul un artiste serait capable de savoir quelle œuvre est son chef-d'œuvre, quand bien même l'œuvre en question ne plairait pas à la majorité de son public. Globalement, on peut considérer qu'il y a des chefs-d'œuvre absolus du cinéma. Des films reconnus par les critiques, par les cinéphiles du monde entier, mais aussi les réalisateurs, les scénaristes, comme étant des œuvres majeures. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des films comme Apocalypse Now, La Nuit du Chasseur, Citizen Kane, À bout de souffle, In the Mood for Love ou Charulata, ce sont des chefs-d'œuvre. Des monuments qui ont inspiré des générations entières de cinéastes, de cinéphiles, qui ont traversé les âges, les continents et resteront dans les mémoires comme des pierres angulaires du cinéma de leur époque et même souvent des époques les ayant précédées. On peut d'ailleurs ajouter cela à la notion de chef-d'œuvre absolu, une œuvre qui traverse le temps. You were mentioning 2001 Citizen Kane, you forgot to add Drive. We'll let that slip. We won't know about Drive for another 30 years. 30 seconds. Whether it lives or dies. I'm talking about films. 2001 was made in 1968. Cela dit, j'ajouterai également une autre notion, le chef-d'œuvre personnel. Ces films que l'on découvre et qui nous bouleversent intimement. Des films qui atteignent une forme de perfection de ce que l'on recherche personnellement au cinéma. Mais plus important encore, des films qui nous hantent, qui vivent en nous durant des jours, des semaines, des mois, voire des années, qui s'impriment sur nos rétines et dans notre psyché, soit par une forme de beauté artistique absolue, soit par une forme de traumatisme indélébile. Cette quête de choc artistique, elle peut frôler l'obsession chez certains, et j'avoue que j'en fais partie. Il m'arrive durant des mois d'enchaîner film après film avec ce sentiment désagréable d'inachevé, cette frustration de ne pas avoir trouvé la nouvelle œuvre absolue qui me fera vibrer. Et quand je vous ai demandé sur Twitter le dernier chef-d'œuvre que vous avez découvert, j'ai retrouvé plusieurs cas de figure. D'un côté, des grands classiques, Amadeus, Rashomon, Les Innocents, Le Parrain, 12 hommes en colère, Phantom of the Paradise et bien d'autres. Et surtout, la catégorie des dernières grosses claques en date. Mad Max Fury Road, qui semble être l'évidence absolue de la dernière décennie à Hollywood, Blade Runner 2049, Once Upon a Time in Hollywood, Burning, beaucoup de mentions de Drunk, j'avoue que je les avais pas vu venir celles-là, et puis des films que je n'attendais pas mais dont je valide totalement la présence ici, Midsommar, Under the Silver Lake, Mother, ou même La Maison des Mille Morts, même si à choisir du Rob Zombie j'aurais plutôt dit The Devil's Reject. Ce qui ressort de cette catégorie moderne, c'est la radicalité des expériences. On parle pas seulement de films superbement réalisés, mais d'œuvres jouant avec les genres, qui mettent souvent leur spectateur à rude épreuve, cherchent à le déstabiliser, parfois même à le briser. Personnellement, toute la réflexion autour du deuil dans Midsommar, ça m'a complètement retourné. Et donc, on en vient à cette notion très personnelle du chef-d'œuvre intime qui est fait pour te hanter. Dans cette quête intime, on en vient parfois à poser les yeux sur la pépite ultime, le chef-d'œuvre méconnu qu'on attendait. Une très longue digression qui nous conduit à notre point de chute du jour. Un film que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, un chef-d'œuvre totalement méconnu et qui me hante depuis des mois, qui ressurgit dans ma mémoire par séquence, par plan, par dialogue. Aujourd'hui, on va parler de Sancheria, ce chef-d'œuvre que personne ne connaît. Je m'appelle Clem, bienvenue dans le 14e épisode de Cinescope. Sorti en 2019, Sancheria est le 4e long métrage réalisé par Abhishek Chobe, un cinéaste avec relativement peu d'expérience derrière la caméra, mais qui avait déjà signé les scénarios de 5 films de Vishal Bhardwaj, un des noms les plus glorieux de la scène indépendante en Inde. Malheureusement pour lui, malgré un accueil critique oscillant entre bon et excellent, malgré un casting composé de noms prestigieux et de stars montantes, le film semble totalement sacrifié dans sa promotion et sa distribution. Sorti sur à peine 750 écrans, là où le film moyen en Inde aura habituellement 1000 à 1500 écrans, Sancheria ne récoltera qu'un quart de son budget en salle. Pire encore, son score total d'environ 7 crores est absolument ridicule et sera de très loin le pire score de la carrière de son acteur, Sushant Singh Rajput.
À vrai dire, son film précédent et le suivant gagneront plus le jour de démarrage que Sancheriya sur toute son exploitation en salle. S'il a été apprécié par une poignée de critiques et de cinéphiles, Sancheriya a été un flop complet que personne n'a vu, pas même en Inde. Mais alors, de quoi ça parle ? Sancheriya entre dans la tradition indienne de ce qu'on appelle le film de dacoit. Le terme dacoit a été créé en référence aux bandes armées et organisées qui se sont formées en résistance à la Compagnie des Indes au XIXe siècle. Elles étaient très souvent composées de paysans dont les terres avaient été volées par le gouvernement en place. Par l'étymologie du mot, on a un premier détail important, l'origine du terme était politique et avait une connotation populaire, les opprimés qui prenaient les armes contre des institutions qui les dépassaient. Si on veut faire un certain raccourci, historiquement, le film de dacoit sera à Bollywood l'équivalent du western hollywoodien. Déjà de par son esthétique poussiéreuse, rétro, mais aussi de par ses thèmes, ses stéréotypes de personnages. Dans la liste de ses grandes épopées, le cultissime Sholay, considéré par certains comme le plus grand film populaire de l'histoire du cinéma indien, Bandit Queen, une relecture violente et féministe du genre qui a secoué les années 90, et notons au passage que le personnage de Polan Devi, qui inspire ce film, a non seulement réellement existé, mais qu'elle apparaît dans Sancheriya en fin de film pour insister sur la lecture féministe de l'œuvre, ou plus récemment Pan Singh Tomar, sorti en 2010, qui offrait au regretté Irfan Khan un des plus grands rôles de sa carrière. Sancheriya se place donc dans la droite lignée de ses illustres aînés. Il nous raconte l'histoire d'un groupe de hors-la-loi dans les années 70, traqué par un policier sanguinaire et qui doit en plus faire face à de dangereuses querelles internes. Comme un western utiliserait les différents peuples, les tribus, pour créer des conflits, Sancheriya traite les communautés et les castes comme autant de tribus en conflit constant. Elles font mine de se tolérer tant que chacun remplit son rôle, mais éclatent et s'affrontent au moindre mouvement. Les Mallas, les Thakur, les Gujars, qu'importe l'humain derrière la caste, c'est la catégorisation qui décide de ce qu'est l'honneur, le bien, le mal, et aucune de ces visions ne converge. Ça nous donne un monde perdu, sans repère, dans lequel chacun avance les yeux bandés, en espérant ne pas entrer en conflit avec son voisin. Quitte à continuer l'analogie entre le film de dacoit et le western, Sancheriya se placerait clairement dans la veine des westerns crépusculaires. Là où un Sholay est tout en étincelles, du pur divertissement qui joue sur tous les plans, l'action, la romance, l'humour, Sancheriya embrasse un genre mort pour nous conter la mort d'une époque, d'une civilisation, et pour toucher son thème principal, la culpabilité. Pas question pour Abhishek Chaubey de nous mettre en scène des héros valeureux combattant un mal manichéen, ni même de créer des anti-héros flamboyants. Ce qui l'intéresse, c'est le poids de la conscience. Dès la séquence d'introduction de notre personnage principal, on le voit hanté par des visions. Un spectre de petite fille l'accompagne partout où il va, semble lui refuser la paix de l'esprit. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans cette séquence, la vision est double. Au plan suivant, on pense qu'elle est dans son dos, avant de se rendre compte, après quelques secondes, qu'elle pointe Dada ou Man Singh du doigt. Nos deux personnages partagent leur culpabilité, mais sont à un stade différent. Si elle est encore enfouie et refoulée pour la canne, elle a déjà fait surface chez Man Singh et va précipiter son autodestruction ou sa volonté d'expiation, c'est selon. And he's just looking for a way to pay back, for all the sins that he has committed. Pour le cinéaste, c'est aussi une façon de jouer sur la perception. La condamnation, ou la morale, symbolisée ici par le spectre de la conscience, n'est qu'une question de point de vue. C'est cette ambivalence du fait que la morale n'est pas unique, que le bien et le mal ne sont pas toujours différenciés par une ligne claire, qui va porter toute l'ambiguïté du film. D'ailleurs, pour renforcer cette perte de repère entre le bien et le mal, Chaubey va nous prendre à contre-pied sur plusieurs clichés du genre. Souvent, dans les films de dacoit, le méchant a droit à une entrée en scène marquante. Il doit être iconisé afin de constituer une menace spectaculaire pour les valeureux héros. Ici, si l'on va nous présenter Lakan et son gang de façon banale, filmé à hauteur d'homme, c'est le personnage de policier, l'inspecteur Gujar, qui est introduit de la sorte. Autre poncif qui est inversé, on donne souvent tardivement dans le récit une motivation au méchant, afin de le rendre un peu plus complexe. Ici, c'est encore une fois l'inspecteur, à qui l'on donnera une raison sinon valable, au moins compréhensible, d'en vouloir à ce point au gang et d'être impitoyable avec eux. La loi froide, brutale, est expliquée par des motivations intimes, sans jamais être cautionnée ou excusée, comme le serait le camp du mal dans un film traditionnel. Mais revenons-en à cette petite fille. Alors que les visions se font récurrentes, on en viendrait presque à se demander si Sancheriya ne va pas basculer totalement vers un autre genre, finir par être une histoire de fantôme. Cependant, le film est encore plus malin que ça.
Ce qu'il nous raconte, c'est l'histoire de personnages bien vivants, mais qui errent pour trouver la paix avant de quitter ce monde. On emprunte alors la forme d'un road movie dans lequel la destination semble inéluctablement vaine. Un voyage initiatique maudit dans lequel ils se perdent plus qu'ils ne se trouvent. Un voyage qui débute en groupe, avant d'isoler nos personnages afin de leur permettre de s'accrocher à d'autres groupes, de continuer à avancer. Au début du récit, le gang est toujours filmé en tant qu'entité inséparable. Même lors de la première fusillade, les personnages font tout pour rejoindre les autres, pour rester soudés. Mais lors d'une séquence de dilemme qui marque la rupture de l'entente, c'est d'abord Lacan qui est isolé par un zoom. Quelques minutes plus tard, le personnage de Vakil fait, pour la première fois du film, face à son groupe. C'est le seul être humain du cadre. Derrière lui, on ne perçoit que des chèvres, que la séquence précédente réduisait à l'usage de bêtes à offrir pour les sacrifices. Déshumanisé, lui aussi se voit condamné au sacrifice expiatoire. Si l'écriture est admirable, Soncheria frappe tout aussi fort du côté de la mise en scène. Avec ses paysages arides, ses couleurs froides, l'univers visuel du film met à l'épreuve. Alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de visuellement fade, terne, Abhishek Chobe alterne entre les séquences de désert et les séquences de nuit pour toujours nous porter des couleurs vives qui marquent la rétine. Alors que la fuite des personnages pourrait obliger le récit à un rythme frénétique, le cinéaste se permet par moments de vraies pauses contemplatives. Des séquences lors desquelles la chaleur harassante semble enfin s'estomper, laisse place à la fraîcheur et l'espoir d'une nuit étoilée. On retiendra également une séquence de traversée en barque absolument sublime à la moitié du film, une bouffée de tranquillité et d'humanité au cœur d'un récit infernal. On vogue bien sur le Styx, mais cela n'empêche pas quelques secondes de rêve arrachés au destin. Face aux fantômes de leur conscience et des traumatismes, nos personnages réagiront tous différemment. Certains se laissent couler bien volontiers, d'autres cherchent des coupables à blâmer pour soulager leur culpabilité, d'autres livrent tout simplement une lutte acharnée pour continuer, simplement exister avec ce poids. Et pourtant, tous partagent un point, leur lien à une forme de spiritualité mystique. Tous cherchent une forme de rédemption quelconque, un pardon divin, un cycle de karma, la volonté du dharma, qu'importe, une quête mystique qui les dépasse, qui rétablirait un ordre naturel leur étant supérieur. Khoon ke badle khoon. But until that point in time, what are we going to do? How are we going to live? How are we going to perform our dharma? Redemption becomes the core issue. It becomes something bigger than revenge. Tout cela conduisant à une angoisse existentielle, celle de reproduire inlassablement le même schéma. Le long métrage s'ouvre sur un plan filmant un serpent mort, et c'est bien ce destin-là que nos personnages luttent pour éviter, le serpent qui se mord la queue. Si toutes ces thématiques vous laissent craindre un film plat, trop cérébral, voire indigeste, rassurez-vous, Soncheria n'étire jamais ses plans ou ses séquences de façon superficielle. Son cycle de violence rappelle au passage une autre œuvre immense du cinéma indien contemporain, Gangs of Wasseypur, d'Anurag Kashyap. C'est donc un récit qui saura se révéler profond à ceux qui se plongeront dedans, mais la forme reste dynamique et nous tient bien en haleine d'un bout à l'autre si on ne cherche simplement qu'un film de poursuite. On évoquait en début de vidéo l'analyse de la dimension politique du film de Dacoit. Soncheria ne fait pas exception à son héritage. Les castes, les tensions religieuses, le sort des femmes, tout y passe. Le film se dévoile cru, sans être gratuit, engagé sans être démagogique. Il nous réserve surtout des dialogues percutants qui achèvent de caractériser des personnages non seulement extrêmement charismatiques, mais débordants de réalisme. La portée sociale de Soncheria, c'est aussi de nous montrer des personnages perdus dans leur époque, broyés par un système au-dessus de tous, qui les dépasse et dont ils ne peuvent s'échapper. Western crépusculaire, chasse à l'homme exaltante, récit de gangsters, fable politique, Soncheria c'est tout ça à la fois, et c'est aussi l'exploit de jongler entre tant de sujets, tant de genres, sans jamais en faire trop. Merveille technique, merveille d'écriture, c'est surtout un film qui, plus d'1 an après ma découverte initiale, continue de me hanter, comme la petite fille hante le personnage incarné par Sushant Singh Rajput. Un film qui pèse sur la conscience. Au passage, la performance sublime de Sushant n'en est que plus déchirante et chargée en émotions avec le recul quand on sait qu'il s'agissait de son avant-dernière sortie en salle avant son suicide lors du premier confinement en 2020. Mais ça, c'est un destin tragique et une autre histoire dont on parlera un jour sur la chaîne, je l'espère. Bref, Soncheria, c'est mon chef-d'œuvre intime. Le tout dernier en date. Celui qui me donne envie d'aimer le cinéma. Celui qui justifie ma quête folle et déraisonnable de la prochaine pépite, qui me pousse à ne jamais me satisfaire d'un film simplement bon, alors que dans l'inconnu, quelque part existe, j'en suis sûr, le prochain film qui me fera vibrer de la sorte, qui viendra me tordre l'âme, hanter mes nuits, me subjuguer et me détruire à la fois.
Ça ne s'explique pas vraiment de façon concrète, et c'est peut-être pour ça que je termine cette vidéo avec l'impression de ne toujours pas avoir posé le doigt sur ce qui fait de Sancheria une si grande œuvre dans mon parcours cinéphile. Une chose est certaine, si avec cette vidéo j'ai réussi à convaincre au moins une poignée d'entre vous de découvrir cette merveille, j'aurais au moins réussi à partager mon chef-d'œuvre à défaut de l'expliquer. Ce chef-d'œuvre que personne n'a vu, mais que certains d'entre vous découvriront, je l'espère. C'était Clem, vous venez de regarder le 14e épisode de Cinéscope. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, me suivre sur Twitter. On se dit à bientôt.